Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans une des idées les plus radicales, je pense, du XXe siècle, l'idée que la folie a un sens. On va voir avec Freud comment les symptômes les plus bizarres ne sont pas juste des bugs du cerveau, mais en fait un véritable langage caché de l'esprit. Et tout part de cette question. Une question qui change absolument tout. Parce qu'avant Freud, il faut bien se l'imaginer, la folie, c'était vu comme du chaos, de l'absurdité pure et simple. Mais lui, il arrive et il pose cette hypothèse complètement folle pour l'époque. Et si derrière les gestes les plus insensés, derrière les délires les plus complexes, il y avait en fait une logique, une histoire à décoder. Alors allons-y, plongeons dans cette révolution. C'est vrai, Freud a vraiment fait faire un pas de géant à la psychiatrie. Son idée, c'était que les troubles psychiques, au fond, ça ne définit pas des gens anormaux. Non, ça montre des êtres humains, comme tout le monde, qui essaient de trouver des solutions. Bon, des solutions qui ne marchent pas très bien, des solutions dysfonctionnelles, mais des solutions quand même à des conflits très profonds. Et là, le contraste est juste saisissant. Avant Freud, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de maladie du cerveau, de comportements absurdes. La solution? Isoler. Point. Avec Freud, le regard change du tout au tout. On ne voit plus une machine cassée, on voit une souffrance psychique, on voit un langage qu'il faut apprendre à décoder. Et ça, c'est énorme. La personne malade est enfin réintégrée dans la communauté humaine. Cette phrase qu'on lui attribue, elle résume vraiment tout. C'est le cœur du réacteur freudien. Un tic, une phobie, une obsession, n'importe quoi. Pour Freud, tout symptôme est une forme de communication. Il a une raison d'être, il a une fonction à remplir dans l'équilibre de la personne. Du coup, le but, ce n'est plus de l'écraser, de le supprimer à tout prix, non. Le but, c'est de comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. Un symptôme, c'est une tentative de résoudre un problème. C'est une sorte de solution de compromis que l'esprit bricole pour gérer une situation qui est devenue intenable. Alors attention, c'est une mauvaise solution bien sûr puisqu'elle fait souffrir, mais ça reste une solution. L'esprit a essayé de faire quelque chose. Alors pour gérer ces fameux conflits, Freud va distinguer deux grandes stratégies, deux grandes manières de faire. D'un côté, on a la névrose. Là, le conflit, il est interne, c'est le moi, disons notre conscience, qui se bat contre les pulsions du ça. Le mécanisme principal, c'est le refoulement. Et de l'autre côté, on a la psychose. Là, le conflit, il est entre le moi et le monde extérieur, la réalité elle-même. Et le mécanisme, du coup, il est beaucoup plus radical, c'est carrément le déni de la réalité. Ok, regardons de plus près la première stratégie, pour voir comment ça se met en place concrètement. Donc la névrose, ce fameux conflit intérieur. Alors voilà comment ça marche. Imaginez une pulsion, un désir, une pensée que le moi juge totalement inacceptable. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il la repousse, il la refoule dans l'inconscient. Le problème, c'est que cette énergie, elle ne disparaît pas comme par magie. Le refoulement, en fait, n'est jamais parfait à 100%. Il y a des fuites. Et cette énergie refoulée, elle finit par revenir, mais sous une forme déguisée. C'est ça le symptôme. C'est un compromis tordu qui permet à la pulsion de s'exprimer sans que la conscience ne la reconnaisse. Et pour illustrer ça, rien de mieux qu'un exemple. Le cas d'Elisabeth von Rey est hyper parlant. Cette femme souffre de douleurs terribles aux jambes, mais aucun médecin ne trouve de cause physique. En parlant avec elle, Freud découvre qu'elle est secrètement amoureuse de son beau-frère. Et un jour, sa sœur, la femme de ce beau-frère, meurt. Et au chevet de sa sœur mourante, une pensée traverse l'esprit d'Elisabeth. Maintenant, il est libre. Cette pensée la choque tellement, elle est si inacceptable pour elle qu'elle la refoule sur le champ. Et c'est là que le symptôme prend tout son sens. La douleur dans ses jambes, c'est une sorte d'auto-punition pour avoir eu ce désir. Le symptôme a bien un sens. Bon, maintenant, passons à la deuxième grande stratégie, qui est, on va le voir, beaucoup plus spectaculaire. La psychose. Là, ce n'est plus une simple pulsion qui est rejetée. C'est un morceau de la réalité elle-même. Ici, le conflit est d'une violence telle que le moi est dépassé. Il ne peut plus gérer. Alors, face à un bout de la réalité qui devient absolument insupportable, que fait le moi? Il se retient. Il coupe les ponts avec le monde extérieur. Et pour ne pas rester dans un vide total, il va en construire un nouveau, une réalité alternative. Et la première étape de ce processus, elle se passe en silence, à l'intérieur. C'est ce que Freud appelle le détachement de la libido. Concrètement, ça veut dire que la personne retire tout son investissement affectif, son amour, son intérêt, des gens et des choses autour d'elle. C'est une véritable catastrophe intérieure, silencieuse. Le monde perd ses couleurs, il devient gris, vide de sens. Et ensuite, ce vide immense à l'intérieur, il va être projeté à l'extérieur. La logique, si on peut dire, c'est si le monde n'a plus aucun intérêt pour moi, si je ne ressens plus rien pour lui, c'est donc que le monde lui-même a disparu. Et c'est de là que vient ce qu'on observe souvent dans la psychose, le fameux délire de la fin du monde. Le monde intérieur de la personne s'est effondré, alors elle en conclut que le monde extérieur, le vrai, a fait pareil.
Et on arrive là à l'idée peut-être la plus folle et la plus contre-intuitive de Freud sur la psychose. Le délire. Ce qu'on voit de l'extérieur comme le sommet de la folie, eh bien, pour Freud, ce n'est pas ça la maladie. C'est en fait une tentative de guérison. C'est l'effort désespéré de l'esprit pour reconstruire un monde, pour rebâtir une nouvelle réalité dans laquelle il redevient possible de vivre, après le grand effondrement intérieur. Alors au final, qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Quel est l'impact de cette vision sur notre manière de voir la souffrance psychique aujourd'hui? Le truc vraiment fondamental, c'est l'humanisation. En montrant que les mécanismes de la névrose et de la psychose sont juste des versions extrêmes de conflits qu'on connaît tous à plus petite échelle, Freud a fait exploser la barrière qu'on mettait entre les sains et les malades. Il n'y a pas de monde séparé. Comme il le disait, le malade est notre frère. Cette image, tirée de la préface du livre que l'on étudie, est juste parfaite pour résumer. On a deux options. Soit on regarde un comportement étrange de loin et on se contente de l'étiqueter « folie », soit on fait comme Freud. On s'approche, on regarde par-dessus le petit muret et on essaie de découvrir la logique, le sens qui se cache derrière les apparences. C'est exactement ça l'approche freudienne. Arrêter de juger de loin et commencer à essayer de comprendre de près. Et pour finir, on va se quitter sur la question que Freud lui-même laissait en suspens. Si on part du principe que ces conflits entre nos pulsions et la réalité sont universels, qu'on y est tous confrontés en permanence, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi certains tombent malades. La vraie question, c'est plutôt comment la plupart d'entre nous réussissent à y échapper sans tomber dans la maladie. Voilà, une question qui nous renvoie finalement à réfléchir à nos propres stratégies pour naviguer dans la vie.